ça? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou. Doucement. Doucement. Et bonsoir. Karine. Salut Audrey. Est-ce que mon live a un titre? J'ai essayé de mettre un titre au live et ça n'a pas marché, j'ai l'impression. C'est ça la rencontre thérapie, ouais. Tu cherches à te poser, hein? Voilà. Je suis un peu proche là, du coup. Hop. Le live, ça s'appelle le live, le titre de mon live. Aucun titre, purée. J'ai essayé de mettre un titre, je sais pas pourquoi ça a changé l'interface. J'ai pas eu de titre. Du coup, un live sans titre, pas très efficace, quoi. Le live. Et ouais, j'ai eu un problème, je sais pas pourquoi. Ah, c'est une blague. On recommence. Bah écoutez, on va laisser, là pour le moment ça monte tranquillement. Au pire, on n'aura que les gens qui connaissent. Hein. On n'aura pas les nouveaux. Bon, Rocky, tu me laisses? Voilà. Est-ce que je peux le changer, le titre? Non, je peux rien faire. Ça va bien, merci. La boussole des âmes incertaines, c'est un surnom? Ah oui, la boussole des âmes incertaines. D'accord. La boussole, quoi. Salut Cindy. Oui, je crois que c'est le chat que tu entends. Voilà. Salut Nanou. Le sujet de ce soir, je sais pas, c'est du coaching. C'était le titre de mon live, c'était coaching énergétique. Et j'ai pas... Alors lui, c'est pas Kinaï, lui, c'est Rocky. Kinaï, il est dehors, il rentre plus depuis qu'il y a Rocky et Dragon. Et bonsoir Cécile. Pourquoi on veut avoir le dernier mot? Bah, qui aurait envie de... C'est une sécurité, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui se travaille, ça. Hein. C'est quelque chose qui se travaille. Si tu veux, inconsciemment, si t'arrives pas à argumenter ton propos, c'est que tout ce que tu dis n'est pas crédible. Donc tu vas avoir le dernier mot pour toi te rassurer que si tu es capable d'argumenter et convaincre, bah tu dis pas de la merde. Donc
au fond, l'insécurité, c'est entre soi et soi, de est-ce que je suis vraiment capable d'intégrer mon propos. Quand ton propos, il n'a plus besoin de validation, bah, tu t'en fous d'avoir le dernier mot, tu es ok que l'autre te voit comme... tu es ok que l'autre te voit différemment parce que ce n'est plus quelque chose dont tu as besoin. Ça dépend les sujets, hein, ça dépend les sujets. Mais ouais, tu lances une question comme ça, bah c'est bien, c'est fait pour. Hein. Le sujet où tu as vraiment besoin d'avoir le dernier mot, c'est que au fond, tu es encore en train de quêter de l'information. Tu es encore en train d'essayer d'avoir de l'information sur le sujet. C'est pas complet. Ça veut dire qu'on a besoin d'argumenter pour s'entendre. Et quand on s'entend, on entend ce en quoi on croit, et ça nous rassure. Et c'est presque un processus de s'auto-rassurer, comme le ronron de mon chat. C'est vraiment un processus d'auto-rassuration. D'auto-rassuration. Voilà. D'auto-rassurance. Et bonsoir Marc. Ça m'embête quand même de ne pas avoir de titre de live. Bon. Est-ce que je continue quand même? Et bonsoir. En tout cas, il y a toute la communauté qui vient. Ça, c'est cool. Comment faire face à des grosses dépenses en même temps quand les clients ne suivent pas? Comment faire face à des grosses dépenses en même temps quand les clients ne suivent pas? En gros, tu es juste en train de me demander comment faire quand on n'a pas d'argent. Comment faire quand on n'a pas d'argent et qu'on a des besoins financiers, plus simplement. Tu es en train de me dire comment est-ce qu'on fait quand la vie, elle n'est pas de notre côté. Tu es en train de me demander comment est-ce qu'on fait quand l'univers m'aide pas. Comment est-ce qu'on fait quand on peut pas. Ben, on prend l'expérience de pas pouvoir et on s'installe dedans. Sleepy Hollow? Je connais pas. J'ai pas la ref. Quand vous avez l'impression que vous êtes dans des impasses du genre bah, j'ai pas d'argent et j'ai des besoins et je dois dépenser des trucs, en fait vous n'avez pas le choix, donc autant s'installer dans l'expérience de on n'a pas le choix et on va faire avec. Et on va continuer à dépenser des trucs. On va continuer à dépenser et je sais pas, après vous le prenez comme vous voulez. Moi mon travail c'est de ne pas croire à l'inquiétude et de travailler la foi. Mais c'est pas une foi aveugle, hein, c'est travailler avec sa guidance. Tout ce que tu partages avec nous, gratitude. Merci beaucoup Nanou, ça fait plaisir. Merci. C'est Tim Burton, le chevalier sans tête. Oui, ok, je l'ai pas vu ce... Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Je l'ai pas vu ce film. En fait, chaque situation, peu importe laquelle c'est, hein, que ce soit pas d'argent, pas de... Toutes celles où vous avez l'impression que vous pouvez vraiment rien faire et que vous avez les pieds et les mains liés, c'est le but en fait, c'est le but d'avoir les pieds et les mains liés et de voir comment est-ce qu'on peut se calmer à l'intérieur. Un moment, le jeu extérieur, il n'est pas infini. Hein. Il y a un moment quand t'as plus d'argent ou quand t'as plus de famille ou quand t'as plus de toi, enfin un moment quand t'as plus, ça sert à rien de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Le faire ne marche plus. Il y a quelque chose à lâcher, à abandonner, à mourir. Et généralement, dans ce nouvel état d'esprit, on vibre une autre réalité, celle où, peu importe, ok, bah on est mort, bah c'est pas grave, on est mort. Et dans cette mort-là, dans cette bulle où on meurt, bah ok, bah j'ai pas d'argent, bah ok, bah je continue à dépenser quelque chose que j'ai pas. Okay. Et en fait, moi, je m'inquiéterais beaucoup plus de quelqu'un qui est dans la peur des dettes, en fait, la peur, c'est vraiment le pire pour moi. En fait, c'est vraiment le pire. Donc, moi, j'ai tendance à m'installer dans des situations comme ça, et j'accueille en fait, j'accueille. Je mise tout, après moi c'est ma façon de fonctionner, hein. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est vraiment par l'action. Moi je mise tout sur ma fréquence, je mise tout sur être calme à l'intérieur. Parce que plus je suis calme, plus j'ai un système nerveux qui est calme, même en situation d'urgence, j'ai l'impression d'être plus créative. Et quand tu es plus créatif, tu peux vraiment régler tes problèmes d'une manière que ne permet pas l'urgence. L'urgence va toujours te voler une partie de ton âme. L'urgence va toujours te dire, d'accord, je te donne une solution rapide.
et efficace. Et en échange, je prends ta santé, je prends ton argent, je prends... Donc l'urgence, pour moi, c'est un peu le diable. Donc à partir du moment où quelqu'un a un problème et qui est de cet ordre-là, de j'ai plus d'argent ou machin, je travaille l'intérieur. Il y a vraiment... moi c'est par là que je commencerai. Une autre personne ferait peut-être autre chose. Moi, c'est vraiment là que les choses se jouent. C'est là que j'entends. C'est là que j'entends, c'est là que je m'entends, c'est là que je me vois, c'est là que je me sens, c'est là que j'ai des idées, c'est là que je me dis, ok, je vais prendre le temps. C'est là où j'ai vraiment des informations de quelque chose de plus grand que moi. C'est une discussion avec une... moi, j'appelle ça l'omniscio dans ma tête à moi, parce que c'est omniscient, c'est une omniscience. C'est comme une boussole, pour le coup. Et voilà, et tu discutes avec. Tu as des tips pour les croyances limitantes? Bah, à partir du moment où tu les as repérées, c'est que tu n'y crois plus. Hein. Le fait qu'elles te limitent, c'est parce que tu veux continuer à agir selon ces croyances. À partir du moment où tu as repéré que c'est une croyance, normalement, le but, c'est que tu ne te limites pas à ce que tu crois. Toute la réponse est dans la question et dans le terme. Croyance limitante, je crois que ça me limite. Donc, il suffit de commencer à travailler avec mon esprit. Ok, je vois ce que je crois et je ne m'y identifie pas. Je ne veux pas que ça limite mon champ d'action. Si je ne m'identifie pas à ce que je crois, ça veut dire que je laisse la porte ouverte à d'autres interprétations. Je ne suis plus limitée. Le dernier mot face à une maîtresse d'école et collègue aussi sur la vie. De mon fils. J'avais tendance à me voiler la face et tu m'as appris à voir à l'intérieur de moi sans avoir peur. Bah, c'est génial, Nanou, ça fait super plaisir. Moi, j'adore hein, ça. Quand on a moins peur, de soi-même, c'est vraiment une vraie victoire. Hein. C'est vraiment une vraie victoire. J'ai essayé ce calme pendant 2 ans face à l'argent défaillant, mais ça m'a usé. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Se calmer, mais une autre s'affoler. Ouais, faut pas confondre le calme et la passivité. Hein. Le calme, c'est un état transitoire qui permet l'action. Quand on fait que s'apaiser, ça peut être une fuite. Hein. Quand on fait que s'apaiser, c'est que finalement, on éteint le feu. On éteint le feu qui est censé... l'adrénaline qui est censée, quand on est en danger, piocher dans nos ressources, créer une idée, la mettre en action. Si on force un petit peu le processus de recul et je lâche prise, mais du coup je fais presque un déni de la situation ou alors effectivement j'ai la foi mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action qui vont dans le sens il n'y a pas assez d'introspection. Bref, une forme de... Effectivement, on peut s'encrouter dans l'inertie. Et au bout d'un moment, bah, c'est ça qui est cool, au bout d'un moment, on en a marre et l'action revient. C'est ça qui est chouette, moi, je trouve, c'est que j'ai tendance à attendre que mes cycles terminent plutôt que me battre contre. Parce que j'ai vraiment remarqué que dans tous les cas, au bout d'un moment, si j'en ai marre de rien faire, je vais développer une sorte de frustration. Ensuite, ça va se transformer en colère. Ensuite, ça va se transformer en positionnement. Ensuite, ça va se transformer en action. Ensuite, ça va se transformer en je prends un risque. Et ensuite, ça va se transformer en je me détache et je lâche prise. Et tout ça, c'est des cycles où la conscience, elle a besoin de temps. Si je me mets à paniquer dès le début du cycle, je vais dépenser beaucoup d'énergie. Et le résultat ne sera pas là parce que je n'ai pas suffisamment accumulé de frustration, je n'ai pas suffisamment accumulé de colère ou suffisamment accumulé de peur. Donc moi, ça, c'est vraiment pour ça que j'ai fait des t-shirts avec la flemme. Et pourquoi c'est autant mon mantra, la flemme, parce que pour moi, ça va beaucoup plus loin que juste... c'est renoncer à accélérer mon cycle. C'est me respecter au point que je vais respecter mes lenteurs. Je vais respecter que je ne peux pas être parfaite. Et quand ça, vous êtes plus en guerre, en fait, avec le décalage entre votre potentiel et le fait que ça n'arrive pas, quand vous êtes plus en guerre, vous avez le temps. De dire, de toute façon, bah voilà, et je regarde les cycles. Et vous allez voir que les cycles, au bout d'un moment, en fait,
ils se terminent. En fait, au bout d'un moment, les cycles, ils se terminent. Pour moi, c'est automatique. Même s'ils mènent des semaines, ils se terminent. Quand quelqu'un est déprimé et en dépression depuis 2 ans ou 10 ans, il se bat contre lui-même. Il n'attend pas la fin du cycle. Il n'y croit plus. Il est persuadé qu'il aurait dû être quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas avoir une fin de cycle, puisque le cycle dans lequel tu l'as jamais accepté. Tu l'as jamais accueilli. Tu n'as jamais accueilli le nul en toi, le médiocre. Tu n'as jamais accueilli le loser. Tu n'as jamais accueilli l'échec. Donc pendant que tu penses que tu devrais être ailleurs, tu n'accueilles pas ce que tu es, donc tu déprimes. Et le cycle n'a pas de fin. Moi, je vous parle beaucoup de cycles parce que je les accueille tous. Je les accueille tous en me disant, bon, bah ok, ici je suis dans le cycle de l'échec, ici je suis dans le cycle de la réussite, ici je suis... Quand vous voyez la vie sous forme de cycle, c'est méga intéressant ensuite d'observer comment elle fonctionne, et c'est à ces moments-là que vous pouvez discuter avec le vivant. C'est difficile de discuter avec le vivant ou l'invisible si vous savez déjà les réponses, si vous savez déjà comment les choses elles devraient être. Dieu, je devrais déjà être riche, je devrais déjà être en couple, je devrais déjà... pourquoi il n'y a pas ça? Si vous discutez avec la connaissance de déjà ce qui manque, vous ne pourrez pas canaliser l'invisible. Parce que canaliser la visible, ça demande une neutralité absolue. Ça demande de pouvoir observer le vivant avec une forme de curiosité pour voir, ah, c'est quoi le prochain cycle? C'est quoi le jeu? Qu'est-ce que je vais jouer? Quel type de personnage en moi est en majorité en ce moment? Est-ce que j'ai le dépressif? Est-ce que j'ai l'enthousiaste? Est-ce que j'ai le social? Est-ce que j'ai le mou? Vous jouez qui? En tout cas, moi, c'est comme ça que je me démerde. Et c'est ce qui me permet, quand les gens viennent me voir en coaching, de repérer dans quel cycle ils sont. Si je connais le cycle dans lequel vous êtes, je sais ce qui vous attend avant, et je sais ce qui vous attend après, pardon, et je sais ce qui vous a mis dans ce cycle. Je sais ce qu'il y a avant. Donc en fait, moi, quand je repère le cycle d'une personne, à peu près, j'ai déjà beaucoup d'informations. Je sais que si vous êtes bloqué, je sais que vous avez forcé avant. Et je sais que ce qu'il y a après, c'est le lâcher prise. Si vous êtes en procrastination, je sais que vous avez extrêmement lâché prise. Parce que juste avant, encore, il y avait de la pression. Et je sais que le truc d'après, ça va être l'action. Mais une action dénuée de pression. Merci beaucoup, Positive Life, merci. Donc une action nuancée. Nuancée. J'ai acheté du popcorn tout à l'heure en course. J'ai acheté du popcorn. Tu as toujours ton autre chat? Oui, oui, il est juste dehors. Yes, exact. Je suis super chill, comme tu dis. Super chill. Attends, on dirait une adulte qui a essayé de prononcer un truc adolescent. Je suis super chill. Ouais, je suis super chill. Pourquoi je suis super chill? Parce que j'ai lâché prise sur plein de trucs. Et j'ai fait mes 2 randos avec le chien, donc j'ai bien épuisé le corps, ça aide. Et j'ai lâché prise, hein, je crois aussi. Hein. J'ai mangé un peu de sucre aussi. Quand je mange du sucre, soit je suis en hyperactivité, soit ça me calme, quoi. Donc, tout à l'heure, je me disais, c'est rigolo, mais j'ai pas mangé un peu de sucre. Quand je suis allée au supermarché, j'ai acheté un truc où ils vendent 4 beignets, tu vois. Et j'ai mangé les 4 beignets. Et quand j'ai pris le volant, je me suis dit, franchement, il devrait exister des glucotests où ils testent le taux de sucre d'une personne, parce que je devrais pas conduire. En vrai, j'aurais pas dû être autorisée à conduire. J'étais en taux de... J'avais du poison dans la tête. Et je me suis dit, c'est que j'étais bourrée. Ça me fait la même chose que si j'avais bu une petite coupelle de vin. Et je me suis dit, tiens, ça c'est rigolo, c'est pas du tout contrôlé. Parce que bon, j'avoue que ça fait pas pareil qu'un vin, mais quand même, c'est rigolo. Bref, je me suis dit ça. Je raconte ma life. Bah oui, j'avais la dalle, j'étais à jeun. J'avais pas bouffé depuis la veille. J'avais fait la rando le matin. Les beignets, ils ont fait 2 secondes. C'est beaucoup trop lumineux, ça. Il faut me... Qu'est-ce qui se passe, là? Eh oui. Donc voilà. C'est encore pas mal lumineux, hein. Pouf.
Ah, j'ai l'impression que j'ai pas une très bonne qualité ce soir. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est pas autant. C'est pas autant lumineux. Toujours ça la semaine de tes règles. De quoi? De défoncer les... D'ébayer du sucre. Audrey, t'as fait une demande. Je vais la prendre tout à l'heure, si tu veux. Qu'est-ce que tu conseilles pour sortir de cette procrastination qui n'était pas là avant? Moi, c'est la deuxième partie de ta question qui m'intrigue. Tu es en train de me dire qu'elle te dérange parce que avant tu étais quelqu'un de mieux. Et donc, j'ai la réponse à ma question. Si avant tu étais quelqu'un de mieux parce que tu n'avais pas la procrastination, tu es en train de procrastiner pour arrêter la pression de la personne parfaite que tu étais avant. Tu procrastines pour te protéger de toi-même et de ta tendance à vouloir tout le temps être au top, du top, du top. Donc, il y a une raison pour ta procrastination, c'est de faire évoluer ta personnalité vers plus de lâcher prise sur le temps, sur tranquille. Voilà. La vie, elle n'est pas faite pour réussir ses objectifs. Elle est d'abord faite pour être vécue. Et les objectifs, c'est du plus. Comment tu arrives à repousser les projections des autres sur toi? Je les repousse pas, je peux pas les repousser. Ça leur appartient, j'ai même pas de prise dessus. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est quand je me rends compte que l'autre est en train de projeter ce qu'il projette, donc il projette un cinéma, hein, il projette un film sur moi, moi j'ai le choix. Soit je joue le personnage parce que je trouve que j'ai quelque chose à apprendre dedans, dans la discussion, et donc je joue cette personne parce que j'y gagne, voilà. Si la personne me voit comme quelqu'un justement de flemmard par exemple, si j'ai envie de provoquer un peu son système ou si je suis sur un peu un mode défensif, je vais appuyer le truc et je vais dire ouais carrément j'ai la flemme de plein de choses et je vais le voir être content d'avoir raison parce que tout son système, du coup si moi je suis la flemmarde, lui je sens qu'il est content parce que du coup lui il n'est pas le flemmard et donc j'entends tout ça mais sur le moment, j'ai envie de travailler mon courage à assumer quelque chose. Et un autre jour, je peux avoir un autre choix. La personne projette toujours la même chose, imaginons, sur la flemme. Et je vais la laisser faire. Je vais dire ouais, ok. Puis je vais en avoir rien à foutre. Et un autre jour, je vais me défendre. Je vais dire bah non, je suis pas d'accord. Je suis pas juste flemmarde. En fait, j'ai une partie de moi qui sait faire ça. Et c'est pas un but de pas être la projection de quelqu'un. Le but, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux jouer? À quoi tu veux jouer dans la conversation? Et est-ce que tu veux cette conversation? C'est rigolo parce qu'il y a des fois, je joue des projections et je sens que je dois les jouer avec ma guidance. C'est très bizarre. J'ai le souvenir de quand j'étais au restaurant avec mon amie et que la serveuse, elle est venue. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé à être quelqu'un d'un peu insatisfaite. Mais je sais pas pourquoi, c'était vraiment il y a des petits trucs où je sens que quand j'ai parlé à la serveuse, j'ai senti que j'étais chiante. Mais en fait, ce qui a amplifié le truc, c'est que j'ai senti dans son énergie qu'elle ne supportait pas les clients chiants. Et donc du coup, moi, comme je sentais qu'elle ne supportait pas les clients chiants, je n'ai rien pu faire d'autre qu'être sa projection. C'est-à-dire que le moment où je voulais juste dire quelque chose, le fait de prendre des pincettes, le fait de machin, en fait, ça a fait que 3-4 fois je l'ai emmerdé. Et je le voyais. Et j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu parce que j'ai senti que moi, je ne pouvais pas être... Elle avait décidé de qui j'étais. Je ne pouvais pas sortir de son jeu. Et je n'avais pas envie de dépenser de l'énergie pour lui prouver à tort, pour lui prouver que oui, en fait, je suis une bonne personne. Parce que c'est ça aussi, ne pas jouer les projections des gens, il faut pas vouloir que les gens vous aiment. Si vous avez envie que tout le monde vous aime, si vous avez envie de plaire à tout le monde, si vous avez envie de jamais être le méchant, d'être toujours une personne gentille, d'avoir toujours raison, vu que c'est un peu le sujet de ce soir, c'est la première question qu'on m'a posée, avoir le dernier mot, quand vous ne supportez pas être le bourreau,
quand vous détestez avoir tort comme ça, c'est parce que vous vous aimez pas assez, tout simplement. Vous ne jouez pas assez avec vos différentes facettes et vous détestez être la personne en tort parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas passé ce stade-là où on meurt dans avoir tort. Et du coup, vous allez vouloir avoir raison, donc vous allez vouloir, en fait, c'est une peur d'abandon, hein, donc c'est une peur que l'autre nous aime pas. Hein. Si, même si vous disputez, vous êtes en conflit avec la personne, tant que vous avez besoin d'avoir raison, c'est que vous essayez d'avoir les faveurs de quelqu'un, vous essayez de maintenir le lien, vous essayez qu'à la fin de la discussion, soit la personne elle vous aime, soit on s'en fout, elle vous aime pas, mais vous vous êtes rassuré de vous aimer. Donc dans tous les cas, on a une peur de manque d'amour. Et quand ça, c'est plus un sujet, bah, j'ai joué avec cette serveuse, bah, la cliente chiante. Mais je l'ai jouée pas pour la faire chier, c'est parce que de toute façon, elle m'avait catégorisée et je ne pouvais pas en sortir. Et donc, comme je disais, bah, j'avais la flemme de lui montrer que non, en fait, normalement, je suis pas chiante. Voilà, parce que bah, elle méritait pas mon temps de lui montrer qui j'étais vraiment. Elle avait déjà décidé, donc je l'ai laissé décider, quoi. Et j'en ai profité pour pouvoir me plaindre de plein de trucs, parce que bah, du coup, elle voulait jouer ce jeu-là. Et puis, c'est même pas mental, c'est l'énergie. Donc, moi, j'ai la flemme parfois de sortir des projections. Là, j'ai la flemme de rectifier ce que pense la personne de moi. Non, bah, on va jouer à ça. Et parfois, quand vous vous battez pas, quand vous combattez pas les projections, c'est vraiment très rigolo ce qui se passe, parce que vous acceptez le jeu, et vous avez du coup plein de guidance, vous avez plein d'informations, vous avez de la canalisation, vous jouez avec quelque chose, donc vous avez le temps d'observer et de regarder qui vous êtes et comment vous... C'est une forme aussi de pouvoir. Quelque part, ça fait travailler le pouvoir, hein, d'accepter les projections. C'est très Pluton. Hein. Dans l'astrologie, c'est très plutonien. Quand vous avez plus besoin d'avoir raison et que vous jouez à des jeux de pouvoir invisibles, vous travaillez votre capacité à être quelqu'un qui a du pouvoir. Et c'est pas du pouvoir sur l'autre, c'est du pouvoir sur vos compulsions, du pouvoir sur vos émotions, du pouvoir sur votre esprit. C'est ce qui fait qu'ensuite dans la vie, vous n'allez pas être quelqu'un sur qui on va pas vous marcher sur les pieds, parce que va émaner de vous un certain pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez travailler ce magnétisme qui montre aux gens que vous avez un certain pouvoir, parce que vous n'êtes pas réactionnel, vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas en train de passer votre temps à avoir raison. Vous choisissez vos combats. Quand vous choisissez vos combats, ça dénote déjà une certaine maîtrise du temps présent. Ça veut dire qu'on a déjà le temps de laisser mourir certaines parties de nous. Le magnétisme, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a accumulé une expérience relationnelle suffisante pour ne plus jouer au jeu du débutant, qui sont vraiment la survie relationnelle. Et on commence à préférer découvrir des choses sur nous pendant l'interaction que résoudre l'interaction. Là, vous commencez à avoir du pouvoir. Quand vous utilisez le relationnel pour vous observer, sans vous juger, vous êtes donc en arrière-plan, et vous n'êtes pas au premier plan de l'identification. Là, il se passe des choses dans votre corps magnétique. Et l'inconscient de l'autre personne le sent. Hein. Les gens ont des antennes comme des insectes. Les gens sentent ceux qui vont être dans la peur, puisqu'ils vont réagir, de ceux qui n'ont plus peur d'eux. C'est une autre définition du pouvoir pour moi, c'est de ne pas avoir peur de soi-même. Pour pas avoir peur de soi-même, à nouveau, ça a l'air d'être un peu le sujet de ce soir. Il va falloir jouer avec la peur et ne pas essayer de partir et de s'enfuir. Jouer avec la peur veut dire que pendant que j'ai peur, je vais voir ce que ça fait. Et j'ai confiance que je ne vais pas en mourir. Vous faites ça, vous avez confiance que vous n'allez pas mourir de vos peurs, vous prenez un chemin plutonien, ce que moi j'appelle un chemin plutonien, et ça change votre vie, hein. En fait, ça change complètement votre vie, parce qu'une vie où il y a beaucoup de peur dedans, vous le voyez, hein, ça saute aux yeux. Hein. Sur certaines personnes, ça saute aux yeux. C'est la peur qui contrôle beaucoup, beaucoup de ce qu'elles pensent. Mais tout, hein, que ce soit... vous allez trouver une cohérence entre sa politique, entre comment elle traite ses animaux, entre sa vision sur l'éducation. C'est très cohérent. Parce que quand on a peur... on a une façon de réfléchir qui est tout le temps tournée vers l'extérieur, en fait. Qui est tout le temps dans modifier l'extérieur. C'est automatique, en fait. La peur, elle fait ça.
Elle va vouloir changer le monde, par exemple. Donc parfois, elle est bien planquée, la peur. Hein. Vous allez trouver chez quelqu'un qui milite pour l'écologie. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui militait pour l'écologie. Elle était criblée de peur, mais criblée de peur. C'est-à-dire que le message était irrecevable. Donc, voilà. Avec plaisir. Que penses-tu du corps de souffrance? J'ai jamais nommé les choses comme ça. Je me suis jamais dit que j'avais un corps de souffrance. Peut-être que c'est quelque chose que je connais pas et qui existe. Donc j'en pense rien, puisque en tout cas ce terme-là, je le connais pas. Je peux te dire ce que je pense de la souffrance, mais c'est assez bateau, hein. Ou si je reprends vraiment tes mots, le corps de souffrance. Ah, si je vais un petit peu plus loin, le fait que tu me poses la question de cette manière-là, t'es en train de me demander est-ce que c'est une fatalité? Voilà. Généralement, quand on me pose les questions « que penses-tu d'eux ?» on est en train de me demander, en sous-jacent, on est en train de me demander « est-ce que j'ai du pouvoir ?» C'est vraiment le thème de ce soir, le pouvoir. Hein. Putain, si j'avais su, j'aurais nommé mon live comme ça. C'est un de mes sujets favoris, j'aime beaucoup. Et vous voyez, je peux l'aborder que quand j'ai des énergies chill comme ça, quand je suis tranquille, quand je suis posée dans mon corps, parce que j'ai travaillé mon corps aujourd'hui, j'ai automatiquement plus de pouvoir. Et donc, le sujet, bah, c'est le pouvoir. Donc, c'est quand même en lien avec le corps. Et donc, ouais, quand on me demande que penses-tu de ce sujet, généralement, on me demande est-ce que j'ai du pouvoir pour changer cette fatalité? Voilà. Donc, pour te répondre, qu'est-ce que je pense du corps de souffrance par rapport à ce que toi, tu en penses? J'ai envie de te répondre, comme tout le reste, c'est un mécanisme dans lequel qui fait son rôle. Voilà, la souffrance fait son rôle. Elle fait son rôle, elle fait son rôle. D'ailleurs, la souffrance, c'est avant tout de la subjectivité. On n'a pas tous les mêmes taux de souffrance pour les mêmes choses, donc c'est pas une entité factuelle, la souffrance, c'est la perception qu'on en tire. Tu vas peut-être me parler du coup de la souffrance physique après, mais la souffrance physique, c'est la matérialisation d'une croyance de souffrance morale, mais qui s'est incarnée dans la matière tellement le sujet n'est pas remis en question depuis des générations. La personne qui souffre dans son corps physique porte les mémoires d'une croyance que la souffrance porte une croyance qui fait souffrir et qui doit se matérialiser sur un organe, ou d'une manière ou d'une autre, en lien avec le symbolisme hein, de ça. Donc la souffrance fait son rôle, soit tu en tires le meilleur pour grandir, changer, te transformer, te connaître, soit tu lui donnes ce rôle-là, un petit peu obligatoire, fataliste, posé, voilà, le monde souffre, la souffrance est là, et là on lui a donné du pouvoir. Donc les jeux de pouvoir c'est ça, il faut savoir que ce que vous décidez de ne pas accepter comme responsabilité en termes de pouvoir, vous l'offrez à l'autre, c'est automatique. Ça c'est dans le monde du Scorpion, c'est dans le monde de Pluton, ça gère les relations invisibles. Moi, ça, je suis assez experte là-dedans. C'est le but de mes stages, d'ailleurs, quand je vous invite à venir en groupe. C'est parce que ce qui va me fasciner, c'est tout ce qui se passe dans l'invisible, dans le relationnel, au-delà de ce que vous allez m'amener comme thématique individuelle. Moi, j'adore regarder la dynamique de groupe parce que on peut travailler plein de choses. Le fait que les gens trouvent pas leur place, le fait qu'ils aient peur de s'exprimer, le fait qu'ils prennent trop de place, le fait que c'est vraiment très puissant. Et ça, c'est le monde du Scorpion, c'est-à-dire derrière les mots, il y a des postures, il y a des sensations, il y a des croyances, il y a des peurs, et tout ça c'est très fort parfois. À mes oreilles, je les vois, je les sens, je les ai nommés, donc je peux les repérer. Donc tu vois, on peut utiliser la souffrance comme ça. Moi j'ai déjà eu quelqu'un qui a explosé en larmes en plein milieu du stage sans trop de raison. C'était vraiment génial de regarder les interactions, c'était vraiment génial de regarder ceux qui nient la souffrance, ceux qui se précipitent dessus, ceux qui sont en empathie totale et qui perdent le contrôle de leurs émotions, tout ça parce qu'une personne pleure. La personne, je précise en plus, n'était pas en train de souffrir. Elle pleurait, simplement, elle purgeait. Et donc, ça c'est le monde du Scorpion. Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en thérapie pour dire « bah je suis deg, aidez-moi, j'ai de la souffrance » Ou est-ce qu'on s'intéresse à comment ça se fait que je l'appelle encore souffrance? Qu'est-ce qui fait que je souffre encore? Bah, généralement de la résistance avec ce que j'aurais aimé.
Généralement, j'aurais voulu que le monde soit d'une telle manière, j'aurais voulu ne pas souffrir, j'aurais voulu que les choses ne se passent pas comme ça, et je ne lâche pas cet idéal, tout simplement. Je ne lâche pas le fait que je devrais être différent, avoir différemment, que j'aurais dû, que j'aurais pu, que ça aurait dû. Tous les potentiels autour de la réalité créent de la souffrance à partir du moment où on a beaucoup de mal à accepter la réalité telle qu'elle est. La souffrance diminue radicalement, radicalement, quand la réalité est prise telle qu'elle est. Après, ça suffit pas pour aider aux souffrances physiques. On peut très bien prendre la réalité telle qu'elle, et la souffrance physique, pour moi, c'est vraiment... Il y a beaucoup, beaucoup de nettoyage à faire, parce qu'il y a des... Il y a des conséquences de toutes les lignées. Donc voilà. C'est vraiment une boussole, hein, la souffrance. Hein. Plus on va suivre son intensité, plus on va la questionner, plus on va faire un chemin avec, plus elle va nous montrer qui on est. Après, là, je parle d'une souffrance un peu occidentale, hein. Soyons clairs. Mais la peur, parfois, ça nous aide ou nous protège. Bah oui, carrément. Bah oui, si j'ai peur de sauter dans le vide, bah du coup, je saute pas dans le vide. Donc, la peur, elle a cette fonction de nous garder en vie. Donc, c'est neutre, en fait, à la base. La peur, elle est juste en train de dire, j'ai peur de pas avoir du pouvoir sur les choses. J'ai peur de mourir et que je l'ai pas décidé. Souvent, c'est pas la mort, hein, qui nous fait peur, hein. C'est comment elle arrive. C'est le trauma avec lequel elle arrive. Souvent, ce qui nous fait peur, c'est pas la rupture ou l'abandon, c'est le fait qu'on n'était pas prévenu. C'est de se retrouver du jour au lendemain avec une réalité changée. Tous les traumas, toutes les personnes que j'ai aidées à observer leurs traumas, très souvent, c'est la violence avec de la vitesse à laquelle les choses se passent et de la non-préparation. Du fait de ne pas pouvoir avoir du recul. On est en plein dedans. Le trauma, généralement, souvent, c'est juste que c'est une première fois. C'est la première fois que ça se passe. Quand les choses se repassent derrière, on comprend comment agir, comment se positionner. Le trauma, c'est qu'on n'avait pas les armes, on n'avait pas les outils, parce que c'était la première fois. Et c'est là où certaines personnes vont un peu trop utiliser l'excuse du trauma, parce qu'elles l'utilisent inconsciemment comme un marquage pour ne plus le vivre. Ce qui est très très paradoxal parce que c'est comme si elle gardait le sac à main du trauma contre elle pour ne plus jamais avoir ce sac à main. Mais du coup, elle serre le sac à main contre elle pour ne plus jamais avoir ce sac à main. Vous comprenez le paradoxe? Tu as le sac à main du coup. Donc une grande partie du trauma, c'est la vitesse à laquelle on vit les choses. Donc, moi, ce que j'aime bien quand une personne elle a un trauma, j'aime bien aller le revivre. J'ai pas peur de ça, moi. C'est vraiment... on va le revivre. Enfin, on va le revivre. Je pose des questions, c'est pas qu'on va le revivre, parce que je pose des questions, on n'est pas à côté, on est en plein dedans. Et on sent que des émotions montent. Et en fait, on a le temps. Voilà, c'est tout. Là, on a le temps, on a un cadre, on est posé, on va bien, on rassure, on est en sécurité. Voilà, on parle du trauma, on est en sécurité. Et on bouge des choses dedans. Il y a certaines personnes qui vont me parler beaucoup trop bien de leur trauma. Il est connu, voilà, c'est un livre, le truc. Donc, il n'y a plus du tout d'émotion dessus. Ou alors, l'émotion est jouée. Et là, c'est un peu plus difficile. Parce que le trauma est quasiment devenu une façon de vraiment contrôler les choses. Voilà. Mais c'est pas impossible, hein, ça c'est presque même facile pour moi, dans le sens où en fait, une fois que la personne vous l'aidez à voir ce qu'elle est en train de jouer, ça va vite. Hein. De toute façon, vous pouvez pas décider de garder quelque chose quand votre conscience l'a vu, ça glisse. Donc, moi j'aime bien ces moments-là, ça glisse, vous pouvez rien faire. Si vous acceptez de voir ce que je vois, vous pourrez plus jouer le jeu. Mais c'est ça qui est cool. Et après, il y a tout l'accompagnement, hein, de comment on se replace derrière, d'accueillir la nouvelle personnalité, celle, voilà. Et après, t'as d'autres personnes, t'as une autre catégorie. Alors elle est traumatisée, elle le sait pas. Voilà, elle essaye de faire sans, elle essaye d'être une warrior, elle déteste l'aspect victime. Et cette catégorie-là, ben, tout va vite. Tout va vite, 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 vite. Ça ralentit pas, parce que si on ralentit, ben, on revit le truc. Et ça développe des outils, des armures, des trucs.
Donc voilà, qu'est-ce que je pense du corps de souffrance? Bah que c'est un jeu, et que chacun joue ses cartes. À sa manière, quoi. Une douleur au pied, fascia plantaire, je sais pas, ça me parle d'un peu de... Je sais pas. Avec la tête, j'ai envie de dire une sorte de refus d'incarnation. Tout ce qui est les chevilles, les pieds, comme ça, c'est un peu quand on n'a pas envie de poser les pieds sur terre. Pareil, c'est un peu dans la thématique du pouvoir. Si t'as du pouvoir, si tu sens que t'as du pouvoir à l'intérieur, la vie, elle fait moins peur. Généralement, on n'a pas envie de s'incarner quand on a l'impression que la vie va nous tomber dessus, parce qu'on a développé la croyance que, voilà, on a soit de la chance, soit pas de la chance. Il y a des gens, ils sont chanceux, il y a des gens, ils sont pas chanceux. Quand on veut augmenter son pouvoir personnel, il faut absolument que les notions... Il faut un peu faire de philosophie quand même, il faut un peu d'introspection, parce que vous obtiendrez pas du pouvoir par la force, vous obtiendrez du pouvoir par la transmutation des peurs. Et pour ça, il faut d'abord l'intelligence de comprendre que ça vient de nous. Et si tu philosophes un petit peu sur le concept de la chance et de la malchance, tu te rendras compte que oui, elle existe sur un certain plan, mais que derrière, elle n'existe pas. Derrière, c'est la suite des mémoires de la personne. C'est pas qu'elle a de la chance ou qu'elle a pas de chance. C'est que c'est la suite de son jeu. Elle a fait des choses, ou ses ancêtres ont fait des choses. Il y a une suite. Ça débarque pas du ciel, en fait. Il y a des rectifications, il y a des histoires. Il n'y a pas de vide entre les événements. Quand quelque chose se passe, c'est le résultat d'une action. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'action, que vous ne la comprenez pas, que vous ne voyez pas tout ce qui s'est déroulé, que ce n'est pas un résultat logique. L'univers, il a au moins ça qu'on peut lui admettre, il est quand même intelligent. Donc il y a une cohérence dans les choses. Ça veut pas dire, pas parce que nous on ne la voit pas qu'il y en a pas. Et c'est ça un peu la foi, c'est la connaissance. C'est pas juste je crois que les choses vont bien, c'est la connaissance que l'univers est mathématique. Quand vous acceptez que l'univers est mathématique, on ne peut plus tricher à se dire qu'il y a de la chance et de la malchance. Ça ne marche plus. Développer du pouvoir, c'est quand ces notions-là, elles ne bloquent plus dans votre système. Quand vous pouvez voir que quelqu'un qui vient d'avoir de la chance, au lieu de vous dire « Oh purée, elle a de la chance, ça aurait pu être moi », si vous pensez que ça aurait pu être vous, ben vous ne regardez pas les choses de manière énergétique. Si vous pensez que ça aurait pu être vous, oui, ça aurait pu être vous, mais ce n'est pas vous. Dans cet endroit, dans cet instant-là, ce n'est pas vous. Il y a quelque chose qui fait que c'est parfait et que c'est cette personne. Et plus vous utilisez plutôt l'énergie à regarder en quoi ça bénéficie l'écosystème, elle vient de recevoir beaucoup d'énergie, pourquoi moi je suis là, pourquoi est-ce que je le regarde, cette expérience d'observation, qu'est-ce que ça peut me faire travailler? Ça peut me faire travailler le complexe d'infériorité, ça peut me faire travailler la comparaison, l'envie, la jalousie, ça peut aussi me faire travailler le fait d'être contente pour elle, ça peut me faire travailler plein de choses. Je suis au bon endroit parce que moi je dois travailler tout ça. Elle travaille de recevoir, si elle a de la difficulté à le recevoir. Elle travaille de changer ses croyances sur l'argent. Donc si vous dépassez le stade de la survie des tripes, qui a toujours besoin de mettre de l'affect dans les réflexions, c'est-à-dire l'affect c'est vraiment... pourquoi pas moi, de l'affect en fait. Quand vous arrivez à regarder mathématiquement les choses, et moi je ne suis pas une mathématicienne de base, hein, donc il n'y a pas besoin d'être bon en maths, hein, c'est juste quand vous osez regarder les choses de manière neutre, mais que vous pensez, que vous croyez, que vous avez la foi en une cohérence, votre cerveau il change. Il commence à regarder les choses et il pose des questions. Mais il pose des questions comme s'il regardait un jeu vidéo et qu'il se demandait, voilà, comme si tous les joueurs, au lieu d'être séparés, c'était aussi vous. La personne qui vient de gagner au loto, au lieu de la voir séparément et d'avoir de la jalousie et de l'envie, reconnectez au fait que cette personne, c'est vous. Reconnectez au fait qu'elle est un fragment de vous. Du coup, demandez-vous en quoi, si c'était un jeu vidéo et que tous les joueurs vous appartiennent, quand elle reçoit de l'argent, demandez-vous en quoi ça vous bénéficie. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un truc à prendre, mais quand on bosse la psychologie comme moi je le bosse, très naturellement, on est moins séparés entre les humains, parce qu'on ne peut que voir les liens.
C'est ça qui est sympa de travailler avec la planète Pluton, c'est que tout est lié. Derrière une rupture, vous allez voir la toile d'araignée de la rupture. Vous allez voir en quoi la rupture elle bénéficie le système de la personne alors qu'elle ne la veut pas, mais ça bénéficie la croyance de sa mère, etc. Et ça c'est des choses, c'est pas mental en fait, c'est très sensitif, c'est très toile d'araignée, tout est interconnecté. Donc c'est intéressant pour entamer cette vision-là, pour ceux qui ont envie. Ça commence dans les choses comme ça commence à imaginer des toiles d'araignée entre nous tous et voir comment elles résonnent en permanence. Donc quand quelque chose se passe à côté, qu'est-ce que ça bouge chez nous, tout simplement. Il y a des trucs, bah, on s'en fout, c'est pas notre problème, et il y en a d'autres, bah, ça bouge de l'émotion, et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Comment on peut gérer la peur qui nous bloque à avancer de manière authentique? Bah là, tu viens de nommer ta peur, c'est d'avancer de manière pas authentique. Donc voilà, là, tu as ta peur. Ta peur, c'est comment est-ce que je fais pour avancer si parfois je suis pas moi-même? Comment est-ce que je fais pour avancer quand on va voir que je triche? Comment est-ce que je fais pour avancer quand on va voir que je suis pas parfaite? Comment est-ce que je fais pour avancer quand on va, dès le début, m'arrêter parce que je suis pas performante, parce que je ne suis pas idéalisée, parce que... Toujours pareil. Donc, l'idée, c'est d'avancer avec ta peur. Avec ta peur, et là, tu seras authentique. Tu vois? Plutôt que d'essayer d'avancer sans la peur pour rester authentique, ce qui n'a aucun sens. Si t'as peur quand t'es en train d'avancer, accepte-le et dis que t'as peur, t'avances et t'as peur. Et là, t'es authentique. Et là, tu vois, l'équation est réglée. Et l'inconscient, vraiment, il est à certains niveaux, il n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vous me donnez vos thématiques, je vois l'équation rapidement. Surtout quand on travaille du Pluton comme ça, et que je le travaille avec les mots. On peut aller très très loin derrière chaque phrase et on peut remonter comme ça aux intentions qu'il y a derrière. Là, ça sert à rien que je remonte très loin parce que tu m'as tout fourni dans la phrase. Il y a certaines autres phrases où je suis obligée de remonter un peu dans l'invisible pour aller checker des trucs. Tu as du Scorpion dans ton thème? Oui. J'ai Vénus en Scorpion, conjoint à Pluton. Vénus, Pluton en Scorpion. Et j'ai Mercure et Mars en maison 8. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Bah, je suis contente. Et les gens qui ont dissocié. Les gens qui ont dissocié, mécanisme de défense, quand on ne trouve plus la sortie, on se divise. On se divise en deux, du coup on est plus fort. Si on n'a pas de pouvoir en étant tout seul, bah, on va se créer deux. On va se créer deux, on a l'impression d'avoir 2 fois plus de pouvoir. Mais il sera juste tout simplement divisé. Je vais demander à une partie de ma personnalité de gérer l'interaction et d'être toujours quelqu'un de gentil. Et puis, je vais demander à l'autre partie de la personnalité de bien brasser toutes les merdes. Pour ceux qui connaissent Luc Biget, quand il parle de l'énergie du Gémeaux, il parle de 2 jumeaux. Et un qui est dans les enfers, c'est Pollux et je sais plus qui. Et un qui est, je sais pas si c'est au paradis ou sur Terre, mais il y en a un qui s'éclate et qui vit sa meilleure vie. Et l'autre qui est en enfer et qui vit toutes les souffrances. Et pour moi, le Gémeaux, ça parle de ça parle de la dissociation. C'est quand la transmutation alchimique, elle nous paraît pas possible. Donc on va diviser en 2 entités. Faut voir ça un peu comme un corps qui n'arrive plus à traiter de la peur parce qu'il y en a trop et il va par exemple former une tumeur. Il va former une tumeur pour ne pas gêner la personne, ne pas gêner le fait qu'elle ait besoin de s'adapter. Il va créer une poche dans laquelle il va mettre toutes les toxines liées à la peur pour soulager la personne de ne pas avoir à gérer la peur pendant ses interactions. Donc certes, ensuite, elle aura une tumeur qui va grossir, mais c'est un mécanisme d'adaptation. Voilà, je divise les charges parce que la charge actuelle de la peur, je ne sais pas la gérer, je n'ai pas les outils. Voilà, je n'ai pas les outils pour gérer la charge de la peur, je ne sais pas comment faire. Elle me paralyse et donc le système de commande, bah, j'ai aucun ordre à lui donner. Bah, lui, si tu lui donnes aucun ordre, bah, il s'adapte. Il s'adapte et trouve des solutions.
Et catégorie, on se rend compte bien plus tard qu'on a été traumatisé. Bon, même catégorie que je savais pas que j'étais... Enfin, ça, c'est une catégorie qui va avoir tendance ensuite à vouloir rattraper la colère qu'elle a pas eue. C'est-à-dire, ah purée, en fait, ça fait 2 ans que j'aurais dû être en colère, je suis en colère que maintenant. Et elle va être un peu perdue, cette catégorie, parce que vu que c'est passé, et qu'elle a bien vécu, elle est en train de se demander, mais du coup, est-ce que je dois jouer ma colère En fait, on n'est plus vraiment trop en colère parce que le truc est passé. Donc il y a une sorte d'authenticité qui va venir nous bloquer, genre ok, j'ai été traumatisée, je viens de m'en rendre compte, mais tu sais, c'est un peu les personnes à qui viennent de découvrir le mot pervers narcissique. Et qu'elles disent oh purée, mais c'est ça que j'ai vécu il y a 2 ans dans ma relation, c'était un pervers narcissique. Et ça y est, elles l'ajoutent à leur sac à main de trucs qu'elles ont souffert parce que ça correspondait. Donc, dans d'autres cas où on se réveille vraiment d'un trauma, je sais pas, moi, on se rend compte qu'on se souvient qu'on a été V quand en fait on était petit, la mémoire nous revient, etc. Bah, on fait ce qu'il faut faire. On va en thérapie. Il y a pas de. C'est une catégorie qui va devoir gérer le fait qu'elle a bien vécu sans, et donc elle va devoir se demander jusqu'à quel point les émotions là, qu'est-ce qu'elles disent, à quoi elles servent. Est-ce que ça doit être long, pas long c'est ça doit être perturbant, mais je pense que c'est une catégorie qui a peut-être le plus besoin d'être honnête sur le fait que si elle l'a pas vu, c'est qu'elle a été résiliente, c'est-à-dire qu'elle a développé des mécanismes de résilience, et donc elle a développé des ressources. Après ça dépend, hein, ça dépend. C'est du cas par cas. Hein. T'es psychologue non. Pas de formation, non. Pas psychologue. Mais je fais de la psychologie. Et de la bonne psychologie. Pas de la psychologie mentale. La seule pour moi qui compte vraiment, la psychologie énergétique. J'aime aussi la psychologie de tout ce qui... Ça, c'est vraiment des thérapeutes que j'admire. Tous ceux qui travaillent avec les addictions. Ça me... Voilà. Ça, je trouve ça super cool. Tous ceux qui font des meetings avec les alcooliques anonymes, souvent, je trouve que c'est des gens hyper sages. Après, je me base sur les films, parce que j'en connais pas vraiment. Mais dans les films, je trouve qu'ils sont toujours représentés avec beaucoup, beaucoup de sagesse. Donc ça, c'est une psychologie que j'aime bien. Mais j'ai du mal avec la psychologie telle qu'elle est pratiquée dans les cabinets actuellement. Parce que, genre, là où... Enfin, que ce soit le psychologue qui ne parle jamais, ou le psychologue qui a peur de mettre ses projections, du coup, il est hyper neutre et tout. Voilà, moi, je, je ne sépare pas la psychologie du corps et de ce qui fait ressentir au thérapeute. Pour moi, le thérapeute, c'est un outil, donc il doit absolument... Après, ça dépend, hein, voilà, après... Je parle de ça parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens, et quand j'entendais ce qui se passait en thérapie, bah, j'étais deg pour eux, parce que c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long ce qui se passe parfois en thérapie. Après ça dépend en thérapie psychologue, dans les cabinets, les gens, ils ont sûrement des... Ils n'ont pas les gens que moi j'ai. Moi j'ai de la chance dans ma communauté, j'ai énormément de gens qui en fait vont bien et qui sont sur du développement personnel et qui ont juste envie de prendre leurs responsabilités et de comprendre qui ils sont. Moi je suis avec la population luxe. Hein. Moi j'ai des vrais traumas et j'ai vraiment des gens qui ont vécu des choses dures, mais j'ai des gens résilients et autonomes. Ça c'est ma communauté. Je ne pourrais pas, comme je l'ai fait au début, avoir un cabinet et avoir des gens qui n'ont aucune notion de spiritualité, aucune notion de rien du tout, et arriver avec des grosses difficultés. Je serais absolument pas à la hauteur. Donc moi, je fais ma petite psychologie qui fonctionne très bien parce que j'ai développé une communauté qui me ressemble. Donc ma psychologie marche bien. Tu me sors de mon cadre et tu me mets avec quelqu'un qui soit... Alors que ça va encore, les hypercartésiens, ils peuvent comprendre ce que je raconte, ils vont être touchés. Mais les gros traumatisés, je sais pas si je serais suffisante. Donc voilà, chacun sa petite catégorie. Moi, elle va bien, ma catégorie. En vrai, elle va bien. Limite, on se prend beaucoup la tête. Salut Stéphanie. Salut Elodie.
Du coup, quand on fait la dissociation, on peut des années plus tard se réintégrer. Oui, 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 carrément. Il n'y a pas de... C'est jamais trop tard. Comment tu fais pour évacuer cette ancienne colère? Bah, si tu l'as, elle n'est pas ancienne. Elle n'est pas ancienne. Elle est présente. Si tu parles du fait de te souvenir qu'il y a eu du coup un trauma que t'as pas eu et t'as pas été en colère à ce moment-là, mais du coup maintenant tu réalises que tu es en colère maintenant, il faut utiliser cette colère pour dire ok, j'ai de la colère maintenant contre moi-même de ne pas l'avoir vue plus tôt, parce que du coup ça m'a empêché de voir plein d'opportunités. Mais je vais me prendre tel que je suis, je ne pouvais pas le voir avant, donc déjà je vais me pardonner, je vais accepter que c'est comme ça, je vais accepter que je ne pouvais pas le faire avant et que c'est pas possible et que c'était mon chemin, et que maintenant que j'ai cette colère qui se réveille, elle va me servir de radar, puis je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour ne pas revivre ce que j'ai vécu, et je vais surtout l'utiliser pour me positionner. Parce que si vous la gardez indéfiniment, cette colère, pour tout le temps en avoir besoin, tout le temps utiliser la colère parce qu'on a peur de revivre des choses, en fait, vous allez juste devenir quelqu'un en colère. Donc, moi, j'aime bien utiliser la colère pour positionner des changements radicaux. C'est-à-dire, je suis en colère, et cette colère doit déboucher sur une action, un positionnement qui change ma vie. C'est-à-dire, ok, ça, plus jamais de cette manière-là, maintenant c'est comme ça, c'est terminé, je me l'écris intérieurement, je me reprogramme, hein. Et je me programme, c'est dans tout mon corps, hein. Je laisse monter suffisamment de colère pour que généralement, avant, tu as envie de mettre la colère sur la personne, sur toi. En fait, tu fais plein de choses avec la colère et tu te rends compte qu'elle s'en va pas. Et il y a un moment, en fait, la colère, pour moi, j'ai remarqué, elle s'en va quand j'ai osé faire du Pluton, c'est-à-dire une intransigeance de détachement. Et un détachement, c'est pas juste ouais, ok, j'y pense plus. Non, non, c'est un vrai positionnement. C'est avec de la vraie lucidité. Je ne réfléchis pas avec les émotions, je réfléchis vraiment à ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de cette personne dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de ça? Et je ne réfléchis pas avec l'émotion. La colère, le but, c'est juste qu'elle vous amène à faire de l'introspection. Ensuite, dans l'introspection, la colère, elle va brouiller les choses. Donc, on travaille plutôt avec du Pluton. On travaille avec une froideur, un détachement, un truc qui réfléchit correctement sur du long terme pour pas regretter dans 2 semaines la décision. Et d'un autre côté, parfois, vous pouvez vous dire, bon, bah, je prends cette décision de détachement et je la joue jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Si dans 2 semaines vous regrettez ou si dans 2 semaines la situation change, bah, on ne devient pas quelqu'un de con. On s'adapte et on peut pardonner ou on peut... peu importe. Donc la colère doit déboucher sur un positionnement qui doit dire maintenant je suis telle personne. Maintenant dans ma personnalité, il ne sera plus possible que j'accepte ça. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est pas oh maintenant les gens comme ça j'ai décidé que c'est les méchants. Tu vois, ça c'est de la fausse introspection, ça c'est beaucoup de victimisation, ça il y en a malheureusement énormément. Quand les gens ont de la colère, ils ne se rendent pas compte qu'en dessous il y a de la tristesse. Ils ne sont pas en lien avec leurs larmes, ils ne sont pas en lien avec leur souffrance. Et ils utilisent la colère pour ne jamais sentir la souffrance qui est en dessous, et du coup ils utilisent la colère pour décider que les autres maintenant sont comme ça, et que nous maintenant, on est une pauvre petite perle à protéger. On ne devrait pas avoir à parler des autres. Si vous voulez grandir en pouvoir intérieur, il faut comprendre que on voyage à travers les autres pour apprendre à ne plus parler d'eux. On a absolument besoin des autres, on a besoin des conflits, on a besoin de l'harmonie, on a besoin des interactions avec les autres pour apprendre à ne plus parler d'eux. Quand vous ne parlerez plus des autres, vous serez un. Vous comprendrez du coup que vous êtes tous connectés, que quand vous parlez de vous parlez des autres, quand vous parlez des autres, vous parlez de vous. Vous n'aurez plus envie de parler mal des autres parce que vous comprenez, dans le processus, vous sentez, quand vous parlez mal des autres, vous sentez que ça vous fait mal à vous. Vous avez ouvert les vannes, vous avez ouvert cette sensibilité, vous ne vous cachez pas la vérité. Vous êtes connectés aux autres. Et on les traite comme on aimerait se traiter. Ça ne veut pas dire accepter tout, hein, et ça ne veut pas dire tendre l'autre joue, hein, ça veut vraiment juste dire tant qu'il y a de la colère, c'est qu'il y a de la peur, que l'autre ait encore du pouvoir sur nous, nous influence et nous fasse changer. C'est pas grave, c'est ok, mais on doit être au courant que cette peur, à un moment donné, elle va être de notre prise en charge. Voilà, elle va être, on va devoir positionner quelque chose de courageux. Si on n'a pas développé le courage de changer de personnalité, parce que c'est facile, hein, le courage de ok, oui, bah c'est simple, je coupe les ponts, je parle plus, ça c'est pas pour certaines personnes.
c'est facile. C'est pas... Le courage, parfois, il est plus subtil. Hein. Parfois, le courage, il est dans se rendre compte à quel point on a besoin de bien se parler et de se faire confiance. Parce que la colère, comme je le disais, ça peut être un signe de j'ai encore peur. J'ai encore peur que l'autre puisse me faire du mal. Donc le vrai courage, parfois, c'est d'avoir confiance en soi, en fait. De se dire, c'est moi qui ai peur de moi. C'est moi qui ai peur d'être encore influencé. C'est moi qui ai peur de ne pas savoir me positionner. C'est moi qui ai peur de mal discerner le mal du bien. C'est en moi, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Le travail, il est à l'intérieur. Quand le travail, il est entamé à l'intérieur, ensuite, on peut utiliser l'extérieur pour aller dire ce qu'on a à dire, pour aller rectifier des choses, pour aller... Ça peut être intéressant, mais il y a un gros travail interne qui est obligatoire pour moi quand on deal avec des émotions comme la colère. Parce que ça ne se résoudra pas à l'extérieur, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il n'y a aucune colère au monde, pour moi, qui se soit résolue avec l'extérieur. C'est pas quand vous obtenez vengeance que la colère part. C'est pas quand l'autre reconnaît ses torts que la colère part. Ça peut, hein, la colère part, elle a reconnu ses torts. Ok, bah attends la prochaine scène. Attends quand ça va se refaire. Tu verras, la même colère va revenir. Elle n'a pas bougé chez toi, elle n'a pas changé. L'extérieur n'a aucune propriété alchimique. C'est du reflet. C'est du pur reflet, c'est de l'écho. Les véritables propriétés alchimiques sont dans vos cellules, sont chez vous. C'est vous qui devez maîtriser vos alchimies. Si vous ne faites pas bouger vos fluides, vous ne saurez pas qui vous êtes. Si vous n'acceptez pas l'inconfort de sentir vos fluides et de tenter des alchimies, vous serez esclave pour l'éternité. Horrible cette phrase. Vous serez l'esclave de l'extérieur et de comment il vous traite, tout simplement. Donc le pouvoir... C'est vraiment, on meurt d'envie de blâmer l'extérieur, on meurt d'envie parce que c'est concret, il a fait du mal, tu vois, il a fait cette chose-là. Donc, bien sûr que oui, ça peut se punir, ça peut se dénoncer. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites à l'extérieur pour t'aider, mais au final, c'est pour t'aider à ce qu'à l'intérieur, tu pardonnes ce qui se soit passé. Ça veut pas dire pardonner l'autre, c'est même plus un sujet de pardonner l'autre. C'est que tu puisses pardonner ce que tu ressens pour l'alchimiser et pouvoir avancer. Et dans le processus, évidemment, c'est important qu'il y ait de la reconnaissance extérieure. Ça aide. Parce que de la reconnaissance interne, ça peut être très très dur. Donc il y a un chemin à accepter aussi, hein, que ça prenne du temps. Mais c'est bien de connaître la finalité. C'est bien de savoir que dans tout ça, je dénonce. Je peux utiliser ma colère, mon positionnement. Ma finalité, c'est d'être en paix. Après, vous pouvez avoir une autre finalité, hein, si vraiment vous êtes quelqu'un de cassé en mille parce qu'on vous a vraiment brisé et que vous avez envie d'être dans la revanche et la colère parce que on en est là. Hein. Moi j'adore toutes les étapes, hein. Il n'y a pas de jugement dessus. Moi, je travaille avec des gens qui ont envie d'être conscients de leur étape, donc je leur dis. Mais toutes les étapes sont valides. C'est juste que ça se retourne. Après, c'est juste, voilà, faut dealer avec les conséquences. Comment peut se traduire une réassociation dans le corps et l'esprit? Oh bah tu le sens, hein. Tu le sens. Tu le sens. Tu le sens parce que ça coûte beaucoup moins d'énergie. Tu es dans une authenticité, que tu ailles bien ou mal, tu es la même personne. Dans la dissociation, en fonction de l'émotion qui traverse, on a un personnage différent. Là, on a une unité centrale, on a une cohérence. On n'a pas de changement, on n'a pas de shift d'énergie. L'énergie reste la même. Elle n'est pas bougée. Que l'extérieur t'emmène une émotion qui monte ou qui descende, tu n'es pas bougé. Tu peux avoir de l'émotion, mais tu es toi. Tu es en lien avec ton être. Bah avec plaisir. Merci beaucoup, Abstract Life. Je crois que c'est mon problème, j'ai ma colère sur les autres. Et je comprends. Il y a certains systèmes, ils portent beaucoup de feu. Vous avez été constitué avec beaucoup de feu. Le but du feu,
c'est de trouver une canalisation, une direction pour déboucher sur un positionnement. Quand le feu, on n'a pas appris à le maîtriser, on n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, parce qu'il est très inconfortable. C'est un élément qui est très inconfortable. Donc vu qu'on veut vite s'en débarrasser, on est un peu dans l'urgence. Donc on choisit la facilité. Si l'autre a tort, il a tort. Je suis en colère parce que il devrait faire différemment. Voilà, ça devrait être différent. Le feu fait qu'on a tout le temps envie de rectifier les choses. On a tout le temps envie d'agir. On a tout le temps envie de bouger. On a envie que l'autre bouge, que nous, en fait, on supporte pas la situation dans le feu. Il faut imaginer qu'on crame, hein, c'est du feu. Hein. C'est tellement inconfortable que on bouge dans tous les sens. Et c'est pas toujours facile de passer de quelqu'un qui est en colère à quelqu'un qui a des positionnements clairs, parce qu'il y a une vraie initiation alchimique dedans, qui est « je dois donc devenir une personne qui, à chaque fois qu'elle a du feu, doit absolument voir à quel point je produis le feu, à quel point je choisis de produire le feu, à quel point ce feu parle de moi, il parle de ma réaction, il parle de comment je me perçois. Je suis en colère parce que je suis encore en train de me diminuer. Je suis encore en train d'avoir peur de moi-même. Je suis encore en train de craindre d'être influencé par les gens. Je suis encore en train de craindre le futur. Je suis encore en train de craindre le passé. Je suis encore en train de craindre l'autre. En fait, la colère, c'est vraiment de la défense. C'est j'ai peur. J'ai peur, donc si je lance un incendie, l'ennemi ne pourra pas arriver sur mon territoire. C'est vraiment une réaction de défense parce qu'on protège ses enfants, mais on n'a pas la confiance dans nos enfants pour se protéger. Donc on est en permanence en train de défendre et de défendre et de défendre. Pour passer du feu à la terre, il faut commencer à faire confiance. Confiance que les enfants ne sont pas en danger. Confiance qu'on n'est pas tout seul. Confiance qu'on peut élargir le temps. Qu'on n'est pas obligé de toujours réagir vite. On peut ralentir le temps à l'intérieur d'un conflit. On peut ralentir notre émotion sans demander à ce qu'elle s'en aille. On peut juste la ralentir. On peut respirer. On peut prendre le temps de verbaliser « Waouh, là je brûle de colère. Je brûle de colère. » Et de ne pas chercher à en faire quelque chose, de pas vouloir que l'autre vous bouge, de ne pas chercher soi-même à être quelqu'un d'autre. Parfois, ça fait juste du bien, la colère. Elle a juste besoin qu'on lui dise « Hey, t'es là. Ok, ben vas-y, reste là. Mais n'agis pas. Mais reste là. Juste, ok. » Et elle va commencer à parler fort. Tu vas avoir des mots, des phrases, des haines. Elle va parler. Tout ce plan-là, c'est de la projection. La première vague de la colère, c'est de la projection. C'est de la grosse projection. C'est tout ce qu'on entend. C'est pendant qu'on est en train de défoncer l'autre dans notre tête, en dessous, il y a de la tristesse. En dessous, il y a je suis hyper triste. Quand tu laisses passer le premier programme de la colère et que tu laisses tranquillement ton corps descendre dans la tristesse et qu'il y a des pleurs, on va commencer à pleurer ce qui est vraiment important. Bah en fait, ça me manque que. En fait, je suis déçue parce que moi, je l'aime beaucoup cette personne, mais elle m'aime pas autant. En fait, j'aurais aimé qu'on soit amis et on ne l'est pas. En fait, j'aurais aimé que ça se passe autrement. En fait, moi, j'adore l'amour. En fait, moi, je déteste le conflit. En fait, moi, j'aurais aimé qu'il y ait de l'amour et pas de la colère. Donc, je suis en colère qu'il y ait de la colère. Et ça doit vous demander, pour avoir le temps de développer autant de subtilité dans votre être, il faut du temps. Il n'y a pas de raccourci. Il faut ralentir. Il faut ralentir le processus. Et plutôt que de l'intellectualiser, apprendre à accueillir avec le corps. Parce que si vous accueillez juste avec la tête, ça va donner un truc du genre « Ok, je suis en colère. D'accord, ok, j'accueille que je suis en colère. Ça y est, j'ai accueilli que j'étais en colère. Ok, je suis en colère. Je suis en colère, ok. Et je fais quoi maintenant? Je suis en colère ?» Voilà, ça c'est l'accueil avec la tête. Parce que je fais bien le devoir, je devrais avoir une bonne note et ça devrait rouler derrière. On fait pour moi. En fait, j'ai encore hâte que les choses aillent vite parce que je suis encore en train de fuir en fait. Accueillir avec le corps, c'est la transmutation alchimique. Ça veut dire que j'accueille pas la colère avec la tête, c'est je le fais. Je veux même pas vous dire comment le faire parce que c'est pas mental. Vous devez vous regarder. Vous devez vous regarder et vous devez vous regarder en étant moche. On est moche quand on est en colère. On est moche, personne n'aime ça. On s'aime pas.
On s'aime pas quand on est en colère. On est moche. On est moche et on a peur d'être rejeté quand on est comme ça dans cet état. On n'incarne pas la sagesse qu'on prône aux autres. On n'aime pas être en état de colère. Ça se travaille. Ça s'accueille. Si vous arrivez à vous aimer pendant que vous êtes en colère, et je parle pas de la fierté dégueulasse de je suis en colère donc je suis une meuf indépendante ou machin, hein, je parle pas de la fierté mal placée. Je parle de s'aimer pour ce qu'on est et de se prendre là où on en est. Si ça vous pouvez le faire, que ce soit sur la colère ou sur n'importe quoi, votre vie elle change à nouveau. Ça c'est des paliers alchimiques. En fait quand vous dépassez, quand vous atteignez ce palier alchimique, toute votre vie elle prend une autre tournure parce qu'on change de fréquence. On est dans une fréquence où on est en train de reconnaître que l'alchimiste, c'est nous. Que c'est là. Mais c'est pas juste, ok, ça m'appartient, cette colère, ça m'appartient, mais qu'est-ce que j'en fais? Tant que vous voulez en faire quelque chose, tant que vous voulez encore filer la patate chaude, vous êtes en fuite. Accueillir avec le corps, c'est arrêter de fuir. C'est tout simplement ça. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. On arrête de fuir. C'est ça. C'est juste ça. On se pose pas la question de oui, qu'est-ce que je fuis, de machin, on n'est pas dans la tête. On arrête de fuir. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On laisse le silence rentrer. On laisse le corps se ralentir alors qu'on a envie de fuir. Et on sent l'inconfort. On sent que c'est pas bon. On sent qu'on n'aime pas. Et on arrête de fuir. Et on reste là. Et ça prend le temps que ça prend. Quand vous faites ça, vous êtes en train d'agir comme un parent. Vous êtes en train d'agir comme un parent qui ne fuit pas devant la difficulté de l'enfant. Vous êtes en train de prendre votre responsabilité en tant que parent, de dire que la colère de mon enfant ou ses émotions, c'est de ma responsabilité de le guider. Il ne peut pas tout comprendre tout seul. Il va comprendre tout seul dans le temps. Et moi, j'ai une responsabilité, c'est de le guider. Quand vous faites ça pour vous et que vous agissez comme un parent qui ne fuit pas, vous allez pouvoir être le parent pour vous et le parent pour l'autre, même contre la personne pour qui vous êtes en colère, parce que vous êtes passé à un stade au-dessus, un stade qui intègre, qui englobe l'interaction. On n'est plus l'un contre l'autre, moi je monte d'un étage et je passe sur une autre fréquence. Cette fréquence est englobante. C'est alchimique mathématique, hein, ce que je raconte. Hein. C'est vraiment ce qui se passe. Vous avez tous déjà ressenti ce que ça fait que d'englober une situation en se calmant. C'est très énergétique. On a accès à un autre champ d'information. Voilà. Et ça, c'est notre but. Ça, c'est notre but dans l'introspection. C'est qu'on arrive avec un problème, les gens arrivent avec un problème. Généralement, il y a une émotion qui est associée au problème. Moi, la manière dont je traite les choses, c'est que je vais directement sur l'émotion. Je m'emmerde pas à essayer de résoudre le mental que la personne m'amène. C'est-à-dire, oui, ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ok, c'est très bien, il se passe ça. Moi, je regarde la fréquence sur laquelle la personne me dit les choses. Quand elle me dit il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Alors, elle me dit j'ai peur, hein, c'est sûr, puisqu'elle demande de l'aide. Mais après, il y a des nuances, il y a des subtilités. Derrière j'ai peur, on peut... Moi, j'ai entraîné ensuite à poursuivre. Je pose des questions à son inconscient. J'ai peur de quoi? Là, j'ai peur. Et après, je teste. Je teste dans ma tête. Hein, je teste, est-ce que c'est peur de l'échec? Et ça me fait oui ou non. Ça me fait oui ou non parce que, en fait, c'est des questions que je me suis déjà tellement posées sur moi que ça m'a fait des marquages. Vous laissez mon fil, s'il vous plaît? Sortez de là. Sortez de là. Merci. Ça m'a fait des marquages dans le corps de ah ouais là ok non en fait c'est ça dont j'ai peur, ah ouais non, là en fait je me rends compte que là j'avais peur d'échouer, ah ouais là en fait moi je l'ai tellement fait de l'introspection que et je l'ai tellement observé. Arrête Rocky s'il te plaît, le fil c'est non. Je l'ai tellement observé qu'en fait du coup je peux reconnaître la fréquence chez l'autre. C'est ce qui me permet de savoir et de poser des questions à son inconscient pour sentir où est-ce que la personne est rendue. Y a des fois des gens qui m'expriment des peurs et moi je ressens pas du tout la peur qu'ils expriment. On n'est pas là. Eux ils vont l'exprimer de cette manière et moi je vais ressentir que la peur elle est complètement logée ailleurs. Ça c'est parce que j'ai pris l'habitude de poser mes questions à mon corps vibratoirement.
Donc, on refait l'exercice où je vous dis on arrête de fuir, on se calme, on pose. Quand vous êtes dans cette fréquence-là, où on se calme et on arrête de fuir, c'est le moment où vous pouvez poser une question à la fois, une seule. Il faut qu'elle soit pertinente, parce que quand vous allez poser une question, ça va faire vibrer toute la toile. Parce que quand je vous descends comme ça dans le corps et que je vous fais faire l'exercice de on arrête de fuir, et que vous sentez que ça vibre, vous sentez que ça devient inconfortable, c'est qu'on est en fait en train de descendre la tension dans le corps, et on est en train de faire participer le corps. Et donc on est en train de dire attention, je m'apprête à être honnête. Et ça, le mental, il n'est pas habitué, parce que le mental, c'est du blabla toute la journée. Il dit ce qu'on a envie d'entendre, il sélectionne dans la réalité ce qui lui plaît pour survivre. Par défaut, on n'est pas honnête. Hein. Et ça, c'est pas un problème pour moi. Hein. Les gens qui sont à fond sur... ça me fait rire aussi. Quand tu vois dans les gens qui essayent de faire des rencontres amoureuses et qui posent et qui veulent quelqu'un d'honnête, ça me fait rire ça. C'est vraiment... la personne ne va pas arriver et dire « Oui, bonjour, moi je suis honnête » ou « Ah non, désolé, vous cherchez quelqu'un d'honnête. » Bah en fait, vraiment désolé, moi je suis malhonnête, donc je peux pas. Ça marche pas, c'est pas ça. L'honnêteté, c'est pas une volonté, c'est pas de la volonté. C'est pas la volonté d'être honnête. Ça ne fonctionne pas. Par défaut, nous sommes programmés pour mentir à nous-mêmes. C'est ce qui nous maintient en vie. Par défaut, le corps a compris que s'il sélectionne dans la réalité ce qui l'arrange, il va avoir de l'énergie pour continuer. C'est un vrai travail de déprogrammation, d'apprendre à devenir honnête vibratoirement. C'est une histoire énergétique, l'honnêteté. C'est pas verbal. C'est pas oui, je t'aime et je suis honnête. C'est vibratoire. Est-ce que quand tu dis je t'aime, vibratoirement, ça se sent? C'est ce qui fait la différence entre ceux qui se plantent en couple parce qu'ils découvrent 3 mois plus tard que la personne en fait est pas du tout honnête, parce que vibratoirement, elles n'ont pas chopé les milliards de petits détails qui font que la personne n'habite pas son discours. Et je parle pas des professionnels, menteurs, pervers narcissiques qui habitent très très bien leur discours et qui apparemment pullulent dans la population, alors qu'en fait ils sont très rares. Généralement, les personnes ne sont tout simplement pas dans leur corps, donc elles ne détectent pas les mensonges des autres parce qu'elles n'ont pas détecté leurs propres mensonges. Et c'est aussi simple que ça. Il y a des vraies victimes de pervers narcissiques, mais c'est vraiment pas la majorité. La majorité, les personnes veulent plaire à l'autre, elles ne sont pas en lien avec mon intention, c'est la vérité. Si votre intention, c'est la vérité, vous allez plutôt voir toutes les possibilités de mensonges chez l'autre. Et là, c'est un autre problème. On arrive sur les éternels célibataires qui ne voient que le mensonge et que tout ce qui pourrait merder. Et c'est vraiment de l'alchimie à nouveau à débusquer le nouveau mensonge qu'on se raconte qui est qu'on voudrait que la vérité. Non, on n'a pas que la vérité. On est mensonge et vérité. C'est ce qui constitue nos paradoxes. Si vous ne pouvez pas dealer avec les deux réalités, vous allez de toute façon devenir un extrême. Accepter qu'il y a du mensonge en nous rend honnête. Si vous pensez être honnête en disant « moi je suis quelqu'un d'honnête », moi les gens qui me disent « je suis honnête », je m'en méfie, mais de façon simple, je ne les approche pas. Les gens qui me disent « moi je suis quelqu'un d'honnête », je ne les approche pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère quelqu'un qui me dit je travaille mon honnêteté. Ouais, carrément, ouais, d'accord, c'est bon, je comprends, là je t'entends, tu vois. Là je comprends. Je veux de l'honnêteté dans mon couple, je veux quelqu'un d'honnête, bah déjà, regarde le mensonge que tu es en train de fournir. Tu es en train de fournir le mensonge sur le fait qu'il existe une relation dans laquelle tu vas glisser dans une honnêteté jusqu'à la fin de ta vie et que la personne en face de toi t'aime tellement, parce que c'est souvent une question de volonté, donc d'amour, donc non, pas du tout. La personne t'aime tellement qu'elle va être honnête à vie. Non, mais ça, c'est de l'idéal. Ça n'existe pas et ce n'est même pas désirable, en fait. Revenir dans la réalité alchimique d'un être humain, c'est aimer qu'il soit pas parfait. Sinon, on tomberait pas amoureux. On aime la transformation. C'est un peu con ce que je dis, mais moi, ça me saute aux yeux. On a tellement peur de souffrir qu'on veut de la perfection. On veut de la perfection plutôt que d'avoir le pouvoir de changer, de transformer les choses au moment où elles arrivent. Je sais plus pourquoi je parlais de l'honnêteté, mais c'est quelque chose qui se décide et qui est en cours
et qui doit se rechoisir tous les jours. Oui, je parlais de l'honnêteté parce que dans le moment où du coup on est en fréquence, vous devez poser une question, et c'est ça que je dis, poser une question en honnêteté, c'est ça pour moi quand la fréquence du corps là elle vibre, c'est que là vous êtes en train d'informer l'inconscient, je m'apprête à être honnête. Moi c'est pas tous les jours que j'ai cette honnêteté, hein. Il y a vraiment, parfois il faut que je la travaille, c'est allez, je vois que ça fait des heures que je suis trop active, je sens que ça va pas, je suis en train peut-être de fuir un truc, je me force à m'arrêter parce qu'il y a rien en moi qui a envie de s'arrêter. On descend dans le corps, on arrête de fuir, et là, je vais poser une question que j'aime pas. Je vais poser une question que j'ai pas envie de la poser, j'ai pas envie d'obtenir la réponse, je n'ai pas envie de savoir. C'est ce qui va m'indiquer que je suis sur une bonne question. C'est ce qui va m'indiquer que je suis sur une bonne question, parce que j'ai peur de la réponse. Et c'est là où il va falloir que je pose la question, pas avec la tête, parce que la tête, elle a déjà des réponses, elle sait déjà ce qu'elle veut. Ça veut dire que je vais devoir poser une question, et pendant que je pose la question, il faut que je regarde comment mon corps il réagisse, comment il réagit. Mais généralement, j'ai pas eu le temps d'avoir posé la question en entier. Généralement, en fait, l'intention suffit. Je vais commencer à prononcer la question. Le moment où je prononce la question, j'ai déjà l'intention de la question et j'ai déjà la réaction du corps. Ça, c'est ce qui me permet de savoir que je suis pas dans le mental. Si vous travaillez dans le mental, vous avez le temps d'aller jusqu'à la fin de la question. Vous posez toute la question et vous attendez. Vous attendez une réponse. Là, vous n'êtes pas encore dans le corps. Ou la question n'est pas intéressante pour le corps. Vous posez la question mais vous êtes à côté. Ça c'est très sympa aussi. Vous posez la question et il n'y a rien. Il n'y a rien parce que vous ne posez pas la bonne question ou de la bonne manière. Et plutôt que de vouloir vite réussir, ah oui, bah alors du coup, comment on pose votre question, comment, expérimentez, faites, travaillez un lien d'intimité. En fait, prenez le temps. Si vous avez le temps et que vous prenez l'introspection comme un moment privilégié entre vous et vous-même, hyper important, vous en foutrez que ça prenne 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Vous n'allez pas chercher à savoir comment on fait. Vous allez le faire. Vous allez être curieux. Curieux de comment mon corps réagit quand je pose certaines questions. Quand vous commencez à avoir posé des questions, vous prenez l'habitude de poser des questions que vous n'aimez pas, vous pouvez commencer à devenir thérapeute. Vous allez pouvoir poser les questions aux autres, les questions qu'ils n'aiment pas. Et vous allez pouvoir faire des transferts, enfin c'est pas un bon mot, moi, il me dérange pas. Vous allez pouvoir faire des miroirs avec ce que vous sentez et aider la personne, non pas à se sortir de là où elle est, parce que souvent on fait de la thérapie, on croit que c'est pour sortir de la souffrance. La thérapie, pour moi, son essence même, c'est de pas fuir la souffrance. Son essence même, un thérapeute, pour moi, c'est un chaman. Il accompagne la personne, il descend. Il descend avec elle dans sa souffrance. Et c'est à lui de savoir le moment où il doit s'arrêter de descendre. Soit il tient la main de la personne et il l'emmène jusqu'à sa souffrance et il la travaille comme ça dépend. Il y a des fois, moi je sais que je suis déjà descendue dans certaines souffrances, on les règle, tout va bien, enfin il y a vraiment, voilà, il y a du changement. Et au moment de remonter, la personne me ramène dessus. Alors là, je la laisse se dépatouiller dans l'ancienne souffrance qu'on vient de régler, mais elle y va par familiarité, elle y retourne. Et là, moi je m'arrête. Je l'arrête et je lui notifie que je m'arrête. Je dis là, moi, pour moi, là, ça, de ma perspective, c'est réglé. Maintenant, si toi, tu as besoin d'y retourner, de faire des allers-retours, tu les fais, moi, je m'arrête. Donc, c'est ça, être thérapeute, pour moi, quelque part, c'est une forme de chamanisme. C'est la possibilité d'aller résonner en fréquence avec la personne à l'endroit où elle est et de ne pas avoir peur. Et mon rôle, pour moi, c'est de ne pas avoir peur à la place de l'autre. Ça me permet de pouvoir aller dans des endroits où la personne a la peur. Moi, mon rôle, c'est de ne pas avoir peur. C'est de jamais avoir peur. C'est de jamais avoir peur. Pourquoi j'ai jamais peur? Parce que j'ai confiance en l'autre. J'ai confiance en ses ressources, j'ai la foi. Moi, mon simple rôle, c'est de poser des questions, d'orienter tout ce que vous voulez, mais j'ai la foi que la réponse se trouve dans la personne. C'est même pas une foi, c'est une connaissance, je le sais. Je le sais puisque j'ai trouvé mes réponses en moi. Donc au lieu de traiter la personne comme quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est vraiment un petit oisillon blessé, le thérapeute, il doit aussi pouvoir rappeler à la personne sa force. Toujours pareil, rien ne marche verbalement pour moi. C'est pour ça que je disais la psychologie que j'aime pas trop dans les cabinets ou quoi, c'est trop verbal, c'est trop on discute, c'est trop on parle. Moi j'aime la psychologie chamanique, c'est on vibre. Ce que je vais raconter, je vais le dire parce que on est en train de toucher un point vibratoire dans ton corps. Tu es en train de me refléter ça. Donc je suis à des endroits où moi je cherche les intensités et ça me donne des informations. Ici c'est intense et quand on touche ici c'est plus intense. Là elle s'en fout. Là elle s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il y a un déni où ça revient plus tard et on pose des questions. Et en fait à force de suivre la musique du corps, moi j'ai développé
d'écouter le corps et il m'emmène en fait sur ce qui vibre de plus en plus intensément. Il y a des fois, ça vibre beaucoup trop intensément pour moi, c'est pas bon. C'est-à-dire, ça vibre, là, elle a rajouté du mental, des trucs. Moi, je vais passer par une autre case parce que dès que je vais ici, la personne veut trop de validation, quelque chose comme ça. Donc, le but, vous voyez, on sort vraiment du schéma dominant-dominé avec un thérapeute et un client. On sort du schéma basique d'une conversation avec un truc où on veut avoir raison ou tort. Il y en a un des thérapeutes comme ça qui vous dit si, mais je vous assure que c'est parce que vous avez peur de ça. Et il lâche rien tant que la personne ne reconnaît pas qu'elle a peur de ça. Et la personne n'a pas besoin de ça. La personne n'a pas besoin de reconnaître qu'elle a peur de ça. Ça l'angoisse. Il faut vraiment être basé sur le besoin vibratoire. C'est ce qui fait la différence entre l'orgueil thérapeutique et la vraie thérapie, qui est, mais j'écoute pas ce que notre tête raconte, j'écoute les besoins du corps et de la situation et du besoin vibratoire. Et l'inconscient de la personne me guide à chaque instant sur là tu chauffes, là tu refroidis, là tu chauffes, là tu refroidis, pendant que son conscient, il enquête avec moi, mais moi c'est juste que j'aide à la personne à se faire rendre compte que dans certains discours, ben voilà, je l'aide à se faire rendre compte de son monde énergétique. Tu vois, là on est en train de s'éloigner, là on se rapproche, là tu vois. Et c'est ça que j'aime bien aussi, cet aspect ludique, de transmettre l'autonomie aux gens pour qu'ils deviennent un peu leur propre thérapeute. Parce qu'à partir du moment où vous avez un corps, vous avez la capacité de devenir un thérapeute vibratoire avec votre corps. Et beaucoup de personnes qui viennent me voir, à force d'être venues me voir, je le vois d'année en année, elles ont développé une autonomie, elles arrivent en séance, elles me disent on va très vite parce qu'elles ont pris en charge plein de choses en amont. Et il y a vraiment des gens, je suis vraiment épatée de la vitesse à laquelle, quand vous captez c'est quoi une introspection avec le corps, la vitesse à laquelle on évolue dans sa vie et dans son authenticité. Ça va très vite en fait. Enfin, ça va très vite pour certaines personnes, c'est plus simple que d'autres. Donc voilà, pour transmettre une autonomie en même temps que la thérapie, moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime bien. J'ai beaucoup parlé, je fais du monologue ce soir parce que je fais ce que je dois, je fais ce qui vient. Voilà, je me pose pas trop de questions. Si je pose des questions, je me juge. Vous voyez, donc j'ai une partie de mon cerveau que je ferme là pour ne pas me juger et ça me permet de continuer à parler. Si j'ouvre la porte du jugement, je parle plus et j'arrête le live. Donc on n'est pas juste quelqu'un qui arrive à être sur TikTok, hein. Tout ça, c'est énergétique. Les gens qui sont sur TikTok, ils ont réussi à maîtriser comme un muscle, comme un sphincter, la porte du jugement. Ils arrivent à la fermer. Donc n'importe qui est capable de le faire. Il n'y a pas des gens qui vont réussir... Enfin, il y a des gens qui sont prédisposés, mais je veux dire, n'importe quelle personne dont c'est l'ambition de passer en live va devoir travailler ses corps énergétiques. Va devoir travailler la porte du jugement, qui réveille la peur de l'humiliation, et tout ça, vous allez voir, c'est une toile d'araignée, poum, poum, poum. Et ça se résout pas en un truc, ça se résout... À force de faire, vous allez sentir des connexions. Ah oui, c'est vrai, là c'est le moment où j'ai peur. Ah oui, là c'est le moment où j'ai peur de m'exprimer. Et si vous êtes sur la peur me terrifie, on va jamais avancer. C'est ça qui est intéressant avec les peurs, c'est de pas en avoir peur en fait. Si vous n'avez pas peur de vos peurs, vous les habitez et... Je pensais qu'ils allaient dormir parce que j'ai fait une rando et tout. Tu parles? Ils sont en train de me foutre le soin. Comment on sait si on est honnête? On n'est pas honnête, ça sert à rien de savoir si on est honnête. Ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça n'existe pas l'humain honnête ou l'humain malhonnête. Ça, c'est pas une dichotomie. C'est un processus énergétique à répéter quand on en a besoin. Donc, je suis incapable de te dire Dragon, s'il te plaît, joue avec autre chose, loulou. Je fais trop de bruit. Tiens, ma chaussette. Tiens. Voilà. Tu préfères la chaussette ou le plastique? La chaussette. Tu prends la chaussette. Tu prends la chaussette? Oui? Oui. Putain, il a pris la chaussette, mais c'est le chat qui a pris le plastique. Ah! Trop de bruit, ce plastique. Trop de bruit.
Oui, voilà, je peux pas te dire, moi, je peux pas te dire que je suis quelqu'un d'honnête, hein. Ça ne marchera pas. Je peux absolument pas te dire, oui, je suis quelqu'un d'honnête. Non, c'est faux, c'est faux. Je suis pas quelqu'un d'honnête. Je travaille l'honnêteté activement, parce que j'ai compris qu'elle me servait. Le moment où elle me sert pas, tu penses bien, j'ai des mécanismes comme tout le monde qui vont manipuler pour obtenir de l'énergie. À mon insu ou pas à mon insu, c'est quotidien, c'est ça c'est ça les jeux de pouvoir. Et pour devenir bon dans l'honnêteté, il faut déjà être honnête sur à quel point on n'est pas honnête. C'est la base en fait. C'est la base de regarder tous les jours à quel point on n'est pas honnête. C'est ce qui fait qu'on veut toujours avoir le dernier mot. Quand on n'a pas accepté qu'on n'était pas honnête, on va faire un déni de notre non-honnêteté et on aura tellement peur de notre partie qui ment, parce qu'on ne veut pas ressembler à ceux qu'on juge, hein, on juge tellement les gens qui ne sont pas honnêtes, parce qu'on a fait exister des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. On a tellement peur de notre non-honnêteté que avoir le dernier mot, c'est une façon pour nous de se rassurer sur le fait qu'on est honnête, qu'on veut la vérité, mais c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Faut être un petit peu plus réaliste sur la nature humaine. C'est encore trop idéalisé. Les histoires d'honnêteté, c'est trop idéalisé. Il y a tout un langage chez les humains qui est un langage vénusien. Moi, j'appelle ça un langage vénusien, c'est la planète Vénus. C'est vraiment un langage... Moi, je peux plus, hein, ce truc. Enfin, je peux plus. En séance, je m'en fous, je le travaille, mais à titre individuel, c'est vraiment... ça manque de Pluton. Ça parle trop de l'autre, en fait. Ça parle trop de l'autre, c'est trop en dichotomie. Ça parle des autres et ça a des attentes. Ça a des attentes sur de la propreté, sur de l'honnêteté. Et en fait, tout ça, c'est quand on a encore peur de soi. On a encore peur d'être la mauvaise personne. On a peur d'être pris en flag, d'être ce qu'on dénonce. Tant que vous avez peur d'être ce que vous dénoncez, ça va être compliqué. Il va falloir accepter que vous ressemblez à ce que vous dénoncez. Si vous avez aussi peur des gens qui mentent, c'est parce que vous mentez. Il n'y a pas de... Sinon, on n'a pas peur. Sinon, on n'a pas peur. Les gens mentent, ils mentent. On va dire, bah voilà, bah tu te détournes et tu fais autre chose. L'obsession à ramener la vérité chez quelqu'un, ça parle de nous. L'obsession à bouger l'extérieur parle de vous. Tant que vous vous voyez en activité, de manière active, en train de vouloir que l'extérieur soit autre chose que ce qu'il est, le problème est chez vous. C'est même pas un problème, c'est vous qui créez cette situation. C'est aussi simple que ça. Et ça fait 5 ans que je l'affirme haut, clair et fort, et que c'est pour ça que mon coaching, on obtient des résultats, c'est parce que j'en ai rien à foutre de ce que vous voulez sur le niveau vénusien. Plaire à l'autre, être la bonne personne, ce niveau-là, il faut que je le démonte en thérapie. Et je le démonte correctement, avec douceur, je le transforme à la vitesse que je dois le transformer et avec les autorisations du mental. Je ne pousse que ce qui est possible de pousser. En fait, voilà, ça pour dire que dans un maximum, j'essaye toujours pareil de ne pas utiliser moi mes projections et ce que je pense et de vraiment travailler énergétiquement. Mais ce niveau-là, généralement, quand j'arrive à le faire péter chez une personne, derrière, on ne sait même plus comment agir parce que si l'autre était tout le temps notre problème et que l'autre n'existe plus, bah on va se retrouver beaucoup avec nous-mêmes. Et c'est ça hein, qu'on veut pas au final. Hein. C'est ça qui fait peur. Hein. Si l'autre n'est plus le problème, comment ça se fait que je me sente encore mal si j'ai pas le droit de toucher à l'autre? Bah là, là, la vraie alchimie commence. Là, le vrai travail commence. Là, le vrai travail du scorpion commence. Je me rends compte que je fuis tout le temps. Génial ce genre de phrase. C'est génial ça. Ça c'est hyper positif ce genre de phrase. Voilà. La phrase dit quelque chose qui peut paraître négatif à l'ego, vibratoirement ton corps. Il vient de kiffer ce genre de phrase. Ça vient de le détendre de ouf.
Pluton, savoir du recul. Ouais, c'est une forme de recul. Pluton, c'est tout ce que je viens de décrire, hein. C'est le courage. C'est le courage de ne plus projeter sur l'autre. C'est vraiment le courage de regarder notre astral personnel comme une réflexion comme un reflet constant, un écho de nous. C'est une vraie transformation de mort d'ego. C'est vraiment Pluton fait mourir l'ego qui aurait voulu faire de la séparation, qui aurait voulu qu'il y ait deux entités dans le problème. Pluton, c'est l'alchimie qui travaille le pouvoir, justement. Donc soit on croit qu'il y a deux entités, donc on va soit donner le pouvoir à l'autre et nous on est victime, soit on va prendre tout le pouvoir et on va être le bourreau. Ça, c'est le Pluton qui est vécu avec de l'ego, et c'est des jeux de pouvoir. Le Pluton qui alchimise, les deux cellules reviennent en une. Donc il n'y a plus que moi. Et donc, cette planète, elle n'est pas spécialement confortable quand elle n'est pas très connue, parce que c'est très inconfortable de se confronter à soi-même. Comment est venue ma verticalité? Je viens de passer une demi-heure dessus. Voilà comment est venue ma verticalité. Je viens littéralement de donner le protocole. C'est vraiment... je viens de le faire, quoi. Je viens vraiment d'expliquer ce qui fait qu'on devient vertical, c'est qu'il n'y a plus que soi. Donc c'est entre soi et le divin. On fait que monter en haut parce que au niveau horizontal, tout me ramène à moi. Il faut que je revienne en stage. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est bon, les messages sont passés pour ce soir. Désolée pour les demandes de coaching qu'il y a dans la salle d'attente. Je vais prendre personne. J'ai beaucoup aimé faire ce live parce que c'est ma partie plutonienne. Ça faisait longtemps que je l'avais pas... Moi, ça m'informe, hein, ça me montre... Ah ouais, ok, je suis dans une... Je savais pas dans quel cycle j'étais là. Moi, en ce moment, je suis perdue. Là, je regarde le live et je dis, ah ouais, ok, c'est Pluton pour moi aujourd'hui. Donc, c'est intéressant, c'est chouette. Ça va me faire poser d'autres questions que j'avais pas à me poser. Mais je suis contente, c'est une bonne chose que je sois dans Pluton là. Donc, voilà. Période plutonienne. Ça explique le manque d'argent aussi, hein, Pluton. Hein. C'est de la dépossession tout le temps. Hein. Dépossession, 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 pour se confronter à soi. Mais j'aime bien. J'arrive... moi, j'ai fait la mort, là, ces derniers temps. J'ai fait la mort des attentes, des tout et tout. Donc, je suis dans mon état plutonien qui accepte vraiment la réalité telle qu'elle est. Et on joue avec ça. Et c'est chouette. Les planètes dans l'astrologie, elles ont toujours des immenses cadeaux, mais elles ont les challenges à la hauteur. Hein. C'est de la mythologie, hein. Vous voyez ça dans les films. Hein. Voilà. Oui, je vais republier ce live sur YouTube. Problème de découvert. Ouais, franchement, c'est possible qu'il y ait du Pluton dedans. Et bonsoir Séverine, mais c'est la fin du live. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci pour ceux qui posent des questions. Merci d'être vivant. Merci d'être vivant, de rendre le live vivant. C'est parce que vous êtes vivant que je canalise. Hein. Si j'avais l'impression que le live était mort et non réceptif, je ne serais pas en capacité de canaliser. Donc merci pour votre attention qui est quand même bien présente et consistante, parce que bah voilà, il y a les mêmes personnes qui reviennent aussi, donc ça donne vraiment une sensation d'être écouté. Donc merci en fait, merci beaucoup. Voilà. Et si vous souhaitez une séance individuelle, en ce moment du coup vous aurez une énergie plutonienne. Si vous avez du Pluton, n'hésitez pas. Bah, vous allez sur mon site. Et si vous voulez venir en octobre au stage, d'ailleurs ça se passera dans le mois du Scorpion, hein. On sera... Oh purée, je viens de capter que mon stage, je viens de capter que je l'ai mis le 21. Le 21, 22, 23. Je me demande si c'est pas exactement les jours de l'entrée en... Attends, c'est pas en Scorpion. Ah non, 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 c'est... Qu'est-ce que je raconte? Si, c'est l'entrée en Scorpion. Oh putain. Donc là, vous avez un aperçu du stage en octobre qui peut être
qui peut être fortement basé sur Pluton. À voir, hein, mais ce sera des énergies Scorpion. Mes préférées. L'une de mes préférées. Donc, ouais, c'est ça, le Scorpion sera au début. Donc les gens qui viennent là, parce que j'ai déjà des inscrits au stage, bah, vous pourrez le savoir, on va venir transformer votre Scorpion. Les gens qui viennent dans le mois du Scorpion, on transforme leur Scorpion. Il y a des gens qui vont très bien maîtriser le Scorpion, et il y a des gens, ça va être tout neuf de travailler Pluton. Donc ça va être sympa. Voilà, voilà. Ça va être chouette. Depuis le début, j'ai une sensation sur le stage d'octobre qu'il est puissant. Mais en fait, je comprends que c'est parce que c'est Pluton et c'est du Scorpion. Et c'est un peu ma spécialité, en fait. En tant que thérapeute, ma spécialité, c'est Pluton. Donc, ça va être chouette. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Je sais pas quand je referai un live, hein, je reviendrai. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.